60 jours avant le départ, le compte à rebours est lancé. Face au sommet de son destin, Ugo Ferrari se met en marche. En route pour l'UTMB! Chaque jour compte. Allez, bonjour tout le monde. J-2. J-2 pour l'UTMB. Qui cette année, avec sa start list énorme, on y reviendra juste après, très brièvement, fait vraiment office de championnat du monde d'ultra trail. Ça va être vraiment très intéressant. Donc on est à 2 jours de cette épreuve. On va bientôt commencer déjà à bander vraiment dur avec l'OCC et la CCC qui sont retransmises sur l'équipe. D'ailleurs, je crois que l'OCC n'était pas retransmis l'an dernier, il me semble. Et cette année, elle est bel et bien retransmise sur la chaîne L'équipe. Donc ça, c'est très très bien. Alors pour les passionnés que nous sommes, on espère que niveau commentateur, par rapport aux 2 dernières années, il y aura peut-être un spécialiste de plus invité, mais c'est vrai qu'on ne peut pas leur en vouloir puisque la plupart des spécialistes courent également et donc n'ont pas la disponibilité pour aller sur la chaîne. Et il faut savoir que ça fait doublon avec les commentaires de l'UTMB, mais cela va tendre, je pense, à s'améliorer dans le futur. En tout cas, on est quand même déjà vraiment très heureux d'avoir le trail sur l'équipe. Ouais, c'est ça, 8h10. 8h10, ils prennent le direct sur l'équipe pour ne le lâcher qu'à 14h30. Hein, donc, c'est vraiment inédit. Ce genre de programmation, avant, c'est des tout petits encarts. Donc, voilà, ça va dans le très bon sens. Et puis, pour la CCC, c'est pareil. Il y aura le live jusqu'à 13h50. Et puis après, il y a quand même les championnats du monde de VTT. Faut pas oublier avec les très belles images qu'on a vues la semaine dernière au Jet. Et des images qui n'ont valu aucun commentaire de presse. D'ailleurs, on va y revenir juste après. La presse qui est très, très bizarre. Et après le départ de l'UTMB, à 17h, ils prennent le direct aussi. Ouais. Et les arrivées de la CCC, 18h30. Ouais, putain, il y a un gros dispositif quand même sur la chaîne L'équipe. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, justement, donc l'équipe visiblement très contente de l'UTMB, pas de problème. Et puis nous, on est très contents de l'avoir à la télé. Parce que c'est notre sport, donc ça le voir, ça nous fait du bien. Tout le monde n'est pas sur Chamonix. Voilà, et vous avez peut-être des parents, des proches qui découvrent, et forcément, vous avez une chaîne en clair à la télé qui vous permettent de le voir. C'est quand même très cool. Et comme je l'avais prédit, Nostradamus, encore une fois, et nous approchons de l'UTMB, et depuis une semaine, les articles pleuvent comme chaque année. Des articles qui critiquent de manière négative l'UTMB. Alors, bien sûr, c'est possible. L'événement a des défauts. Déjà, le défaut principal d'un événement, c'est lui-même. Si vous réfléchissez bien, n'importe quel événement, pour un écologiste radical, est une nuisance. Donc finalement, aujourd'hui, on vous parle de l'UTMB parce que c'est la tête qui dépasse. C'est le plus gros événement. Mais une fois qu'on aura coupé cette tête, eh bien, on va s'intéresser à la deuxième tête qui dépasse. Ensuite, on va couper la deuxième tête qui dépasse et on va s'intéresser à la troisième. C'est ce que j'expliquais hier dans le podcast du Carmi, donc il y a un peu de redondance. Je vais aller plus vite dans celui-là pour ceux qui veulent creuser justement cette stratégie de nivellement par le bas. Vous irez écouter ce que je disais hier, mais en gros, si vous n'aimez pas l'UTMB et que demain il disparaît, c'est peut-être votre marathon du Mont Blanc, votre Maxi Race, votre Templier, c'est eux qui vont se retrouver confrontés à la meute haineuse. Vous avez tout un tas de caniches, de chihuahuas qui en ce moment jouent avec les couilles du Rottweiler.
Et à un moment donné, le Rottweiler, il va peut-être se retourner et les mordre. On sait pas. On sait pas. Mais moi, par exemple, dans mon cas, j'aurais une politique totalement différente de celle de l'UTMB, puisqu'au trail Nivelles-Revard, une personne m'a cassé les pieds et nous avons éradiqué le problème. De manière très peu conciliante. En tout cas, ça l'a bien calmé. La stratégie... Donc il y a le podcast La Bande AD+, de la semaine dernière, où j'en ai déjà dévoilé pas mal. Malheureusement, il a été reçu par une certaine minorité, mais une minorité bruyante, mal, puisque j'énonçais des vérités. Les points que je cite sont démontrables de manière chiffrée. Et ces gens-là crient à je sais pas quoi, mais ils n'avancent pas d'arguments pour me contredire. Puisque ça n'est pas possible, c'est des chiffres. Tant pis pour eux, ils veulent pas écouter, ils veulent rester dans leur dogme. Mais vous irez l'écouter, c'est très intéressant. Et puis Fred Bousseau et Ludo Collet ont ajouté beaucoup de choses très pertinentes, surtout Ludo Collet qui a quand même vécu, je crois, 20 ans environ à Chamonix. Donc il a tout vu, puisqu'il était là depuis les débuts du marathon du Mont Blanc et puis bien sûr après de l'UTMB. Donc son savoir est quand même intéressant et inépuisable et il reste nuancé, et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est un peu de nuance. Donc vous avez tous ces articles qui fleurissent, alors je ne sais plus qui a été le premier imbécile à faire ça, en gros ce sont des médias qui sont en bout de course, qui cherchent de la visibilité, et donc cette semaine la visibilité c'est l'UTMB. Il faut en parler. En bien, en mal, on s'en fout, mais il faut en parler pour être visible, pour toi aussi venir récolter comme ça ton petit caillou, ta petite aura, ta petite audience par rapport à cette course, même si tu n'y as jamais mis les pieds. Voilà, certains n'y ont jamais mis les pieds et se permettent d'écrire des articles sur un événement auquel ils n'ont jamais participé. C'est quand même très très étonnant. Mais il y en a un qui fait plus de bruit que les autres, donc c'est forcément Mediapart, qui parfois est très intéressant et puis qui parfois est quand même très bizarre. Mais il y a une tendance à supprimer tout ce qui nous fait plaisir chez ces gens-là, et donc voilà, sans trop de surprise, quand j'ai vu que Mediapart avait sorti un article sur l'UTMB, je me suis dit ah tiens, ils vont lui tirer dessus. Bon, c'est une réussite, c'est un 100%, bravo. Ce qui est intéressant, ce que je disais hier aussi, de voir que en fait la personne qui l'a écrit, Hélène, je ne sais plus son nom, qui vit sur Nice, donc assez loin de Chamonix, d'ailleurs, est licenciée à la FFCAM qui peut pas blairer en gros l'UTMB. Donc il y a un petit parti en fait dans la rédaction. Le journaliste n'est pas tout à fait neutre. Voilà, ça déjà il faut le préciser. Journaliste pas tout à fait neutre, interview uniquement de gens qui vont dans son sens. Hein. Donc bon, voilà, ça aussi c'est... Voilà. Normalement, au niveau de la parité, vous interviewez une personne pour, une personne contre. Bon, là, c'est que des gens qui sont contre. Et ce qui est encore meilleur, c'est de voir que vraiment on a perdu cette qualité journalistique, puisque même au sein de la rédaction Mediapart, on vous propose des chiffres qui sont faux. Ce qui est très grave, puisque ensuite tous les autres journaux, médias, etc. reprennent ces chiffres, et vous avez une multiplication d'articles avec des chiffres faux, ce qui finalement donne de la véracité à ces chiffres. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous voulez dire, bon, je vais vérifier ces chiffres-là, vous tombez sur le journal numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, qui vous propose les mêmes chiffres. Donc vous vous dites, c'est la vérité. Non, c'est pas ça. Et pire encore, l'intelligence artificielle qui, quand vous utilisez une intelligence artificielle, c'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est plus un espèce de moteur de recherche avancé. Sachez que il faut utiliser des payantes pour vraiment faire des trucs intelligents. Là, c'est juste un recueil d'informations, ce qui est déjà bien, bon. Et du coup, quand vous demandez à l'intelligence artificielle, tiens, combien il y a de spectateurs, parce que Mediapart, ils m'ont dit 100 000. Et l'intelligence artificielle, comme elle recoupe 10 articles qui disent 100 000, elle te dit 100 000. Voilà. Mais en fait, si tu demandes à l'organisation, c'est 50 000.
entre 100 000 et 50 000, il y a une différence. Une différence de 50 000 personnes. Autre chiffre qui est faux, c'est le nombre de bénévoles. Alors là, c'est encore pire, puisque Mediapart dit 20 000, et en fait, c'est moins de 2500. Ça fait une différence de 17 500 bénévoles. C'est quand même très faux comme chiffre. C'est presque un x10. Excellent. Excellent. Et c'est des gens qui sont salariés pour ça, c'est leur métier, ils ont une carte de journaliste, ils sont censés être rigoureux, justes, précis, et on vous dit 20 000 bénévoles alors que c'est 2500. Il y a de la relecture derrière, il y a tout un organisme, c'est pas un mec comme ça. Moi, je vous fais des podcasts, je suis là, j'ai un micro sur ma table, enfin voilà, c'est Hugo Ferrari dans son salon. Là, vous avez la rédaction d'un journal quand même reconnu, puisqu'on aime s'informer avec Mediapart. Il y a des révélations qui sont très intéressantes parfois. Je crois que c'était eux qui nous avaient chopé le petit François Fillon, là, qui avait un petit peu, qui avait donné de l'argent à sa femme et qui avait oublié qu'il fallait la faire travailler en échange de ça. Bon, il n'y a pas que ça. Mais... par contre, maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus trop... Là, on avait un député qui était dans un logement social malgré qu'il gagnait plus de 7 000 euros par mois. Bon, là, on n'a pas eu trop d'enquête. On est resté un peu... Voilà, on a dit non, ça va, Imhotep, il a le droit, ça va. C'est vrai que c'est un peu mou. Ça bande plus dur comme avant du côté de Mediapart. Ils ont perdu un peu le manche. Et je vais m'en rendre compte immédiatement quand je lis l'interview de Clément Delbès, qui était vraiment... Alors là, on est tombé dans le pathétique, puisqu'il vous fait des révélations terribles sur vous, les trailers. Vous êtes vraiment des personnages horribles. Hein. Je vais vous lire la description, la vision qu'il a de vous, vraiment... vous êtes dégueulasse, vous me dégoûtez. Mais avant cela, je voulais aussi revenir sur la surfréquentation liée à l'UTMB. Tout le monde vous dit que c'est surfréquenté, Chamonix, blablabla, personne n'a compté. Quand tu demandes à l'organisation de l'UTMB, donc c'est des chiffres qu'ils ont donnés hier en live sur un podcast avec Nike, la surfréquentation liée à l'UTMB par rapport à une autre semaine de juillet-août à Chamonix, là aussi, c'est difficile, parce que début juillet, vous n'avez pas trop de monde, et puis en gros, vous avez du monde du 15 juillet au 15 août, enfin, c'est les congés des Français, et un peu dans le monde qui suit les mêmes modèles scolaires, on va dire. Donc le monde, en gros, l'été, c'est entre le 15 juillet et le 15 août, même si début juillet et fin août, il y a quand même un peu de monde, mais voilà, le pic d'affluence est centralisé. Et donc, l'UTMB représente représente une augmentation de moins de 5% par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que c'est l'habitude à Chamonix ? Donc là, vous avez des statistiques de l'Office de tourisme et la communauté de communes, je crois. C'est 25 000 par jour. Visiteurs, nuitées... je ne sais pas s'ils ont fait la différence entre ceux qui restent longtemps et ceux qui viennent à la journée. Enfin bref, après, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de chiffres, mais en gros, la moyenne, c'est de 25 000 visiteurs dans la ville. Et c'est vrai que l'été, la ville, on a une impression de saturation, puisque sinon c'est 9 000 habitants. Et encore, quand on dit 9 000 habitants, il y a beaucoup de logements qui sont vacants. Voilà. Vous avez une moyenne de 25 000 par jour. Donc quand on vous dit que sur la semaine UTMB, il y en a 100 000, ce qui est déjà un chiffre faux, puisque finalement c'est 50 000 selon l'orga, c'est pas mal dilué. Et le chiffre de l'organisation, c'est que l'augmentation de la fréquentation est inférieure à 5%. Donc si vous aviez 100 000 personnes sur une semaine, normal, sur un UTMB, vous êtes à 105 000, quoi. Mais voilà, la moyenne, c'est 25 000 par jour, ce qui nous fait des semaines à 175 000 visiteurs. Bon. Et un taux de remplissage des nuitées qui approche parfois les 100%. Et ça, je pense que les gens qui louent sont contents. Tu vois, en tant que moi, je possède des appartements. Quand il est loué, je suis content. Malheureusement, je suis pas assez près de Aix-les-Bains pour le louer pendant le Musilac, mais voilà, à Chambéry, l'été, quand il y a un peu de monde, mon logement est loué et j'en suis à chaque fois heureux.
Donc voilà un petit peu pour les subterfuges. Revenons en détail sur ces chiffres. Et ce qui serait intéressant, c'est que, bon là, ils sont occupés, il y a toutes les courses à maintenir, faire tourner, etc. Mais ce soit que l'UTMB démonte point par point ces articles grotesques pour pouvoir donner du grain à moudre à tous ceux qui sont plutôt heureux de cet événement, même si, bien sûr, on est tous d'accord pour dire que c'est bien de s'améliorer chaque année sur différents points. D'ailleurs, même l'association qui est plutôt extrême, quand même, l'association Protect Our Winter, même eux ont reconnu, sur leur page Instagram, ils ont fait des petites infographies, ils ont reconnu que l'UTMB s'était amélioré sur certains points. Alors, comme ils sont un peu extrêmes, ils ont quand même dit que voilà, les efforts n'étaient pas suffisants, il fallait continuer, et ils ont raison, il faut toujours pousser les gens à s'améliorer, mais même eux ont reconnu que voilà, des efforts ont été faits, visibles, et ça va continuer. Donc ouais, je voulais lire le passage que nous propose Clément Delbès, qui est doctorant en sociologie, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore son diplôme, par exemple. Ce sport est pratiqué par les catégories socio-professionnelles les plus favorisées. 59% de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Incroyable, personne s'en serait douté. Pourquoi une personne qui étale du goudron l'été par 50 degrés sur les routes ne pratique pas le trail? Parce que le mec, il est déjà en souffrance toute la journée. Est-ce que tu crois que le soir, il a envie d'aller courir? Non, il en peut plus, il est rincé, il est mort. Certains le font quand même. Mais effectivement, si vous avez un métier physique, un métier manuel, vous dépensez déjà votre énergie toute la journée, donc il vous reste moins d'énergie pour faire de l'entraînement physique à côté. Donc, naturellement, vous venez faire moins de sport en compétition. Mais ça ne s'explique pas à cause des revenus. Ça s'explique à cause de la tâche manuelle, puisque sinon, il n'y aurait pas d'étudiants qui feraient du trail. Hop là, ça c'était ma première démonstration et je vous l'ai fait en impro. Imaginez si j'avais travaillé le dossier. Donc voilà, dire qu'il y a des cadres et des professions intellectuelles qui pratiquent le sport, c'est un pléonasme. Évidemment, ce sont des gens qui ont des métiers, certes parfois très difficiles au niveau des nerfs, au niveau du mental, au niveau de la pression. Donc parfois des gens qui tombent en burn-out alors qu'ils sont assis sur une chaise sur la journée. Ça peut te paraître bizarre, mais la pression intellectuelle, la pression qu'on subit peut conduire à ça quand on a des postes à très grande responsabilité. Et finalement, si on faisait cette enquête sur tous les autres sports, par exemple dans le tennis, je ne pense pas qu'on retrouve des menuisiers, des charpentiers, des plombiers. Voilà, je pense que dans le tennis, c'est pareil, on retrouve une majorité de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Bien entendu, l'article est à charge, donc nous allons uniquement tirer sur le trail et nous n'allons absolument pas, vraiment pas du tout parler des autres sports. Ce qui aurait été intelligent en fait, rigoureux, scientifique. Là, c'est mon diplôme d'ingénieur qui parle, où on a l'habitude de comparer entre eux des choses et de proposer des solutions techniques acceptables pour le client. Puisque le client est une personne qui paye plusieurs centaines de milliers d'euros, vous êtes obligé de faire un travail très rigoureux. On n'est pas en train de faire de la sociologie où tout le monde s'en branle. On est en train de vendre des produits industriels très chers à des entreprises qui, elles, doivent encore réaliser des marges par-dessus. Donc il faut que ce soit rigoureux. Alors que là, nous sommes dans l'écriture fantasque de paragraphes qui n'ont ni queue ni tête. Ce qui aurait été rigoureux, c'est de faire une statistique entre 30 sports différents. Vous me le demandez, je pense que ça me prend 1 heure. Voilà. Et après, c'est là où ça devient intéressant. Donc on aurait pu comparer le trail à d'autres sports. On se serait peut-être rendu compte qu'il y avait plus de cadres que dans tel sport, moins de cadres que dans tel sport, etc. Et, encore une fois, moi, je suis, en tant que résident français, absolument ravi de voir que les gens qui sont, entre guillemets, un petit peu plus fortunés que les autres, participent aussi à des compétitions de trail, font du sport, ont des hobbies. Je me dis, putain, ces mecs-là, ils ont des boulots prenants,
peut-être même qu'ils ont aussi la vie de famille, tout ça qui arrive un peu derrière. Et mine de rien, bah, ils ont encore le goût, l'envie d'avoir une passion, un hobby. Et puis bon, bah, c'est tombé sur le trail, mais ça aurait pu tomber sur le vélo, sur le triathlon, sur le tennis, sur le basket, sur le foot. Donc le squash, le badminton, le volley. Donc je suis heureux de voir que des personnes qui ont des emplois prenants en termes de temps, de disponibilité, de mental, trouvent quand même le temps d'avoir des hobbies, et ce sont pas juste des gens qui accumulent des richesses et se promènent sur un bateau, sur un lac, bêtement le week-end. Ce sont des gens qui, finalement, tu vois, t'es cadre, non mais c'est fou, t'es cadre à Paris La Défense, et en fait tu te retrouves en short sous la pluie à 2h du matin à la TDS. Je trouve ça fantastique. Mais visiblement, c'est mal. Voilà, en France, vous êtes cadre, vous gagnez de l'argent, bah, caca boudin, donc les sociologues ne vous aiment pas. Enfin, les aspirants sociologues, puisque c'est une personne qui n'a pas encore le diplôme qui écrit ça. Ce sport est pratiqué par les catégories socio-professionnelles les plus favorisées et active des valeurs néolibérales de performance, de dépassement de soi et de compétition. Analyse Clément Delbès, doctorant en sociologie du sport à l'université Savoie-Mont-Blanc. Eh ben, en quoi c'est un problème ? En quoi c'est un problème d'avoir des valeurs de performance, de dépassement de soi et de compétition ? C'est juste la base pour avancer dans la vie. La compétition, elle démarre quand t'es à l'école. T'as des notes, tu veux des meilleures notes que les autres, tu veux être le premier, etc., etc. Quand tu joues à Colin Maillard à l'école ou à la balle aux prisonniers, etc., etc., tu veux gagner. C'est comme ça, c'est inné. L'homme se développe à travers la compétition. La compétition saine, bien sûr, puisque tu ne vas pas tricher pour battre l'autre. Tu vas le battre en utilisant tes propres capacités et en espérant que celles de l'autre soient insuffisantes, et c'est comme ça que tu le devances. C'est la compétition qui permet de tirer tout le monde vers le haut. S'il n'y avait pas de compétition, vous payeriez toujours votre abonnement téléphonique 40 € au lieu de 10 € par mois. Puisque à un moment donné, il y a Free qui est arrivé sur le marché, alors que Bouygues, SFR et Orange avaient créé une petite mafia pour avoir le monopole des prix. Free est arrivé, ils ont divisé par deux les prix, et la concurrence a permis à tout le monde de s'améliorer et à proposer à l'intégralité des Français des offres moins chères. Et là, la compétition, la performance, c'est mal. C'est des valeurs néolibérales. Alors, ça veut rien dire. C'est juste pour appuyer le fait que c'est mal. Et qu'est-ce que ça veut dire, valeurs néolibérales ? Surtout dans un pays ultra-socialiste comme la France. Puisque dans un pays ultra-libéral, un sociologue du sport ne gagnerait pas d'argent, par exemple. Personne ne le payerait. Puisque ça ne sert à rien. Donc voilà ma démonstration par rapport aux pays socialistes qui nous entourent. Donc, ajouter la phrase « active des valeurs néolibérales de performance », non, la performance, ça n'est ni néolibéral, ni quoi que ce soit. La performance, c'est la performance. Point. Quand j'utilise un dictionnaire, je prends le mot performance, j'ouvre un dictionnaire. C'est pas écrit valeur néolibérale. D'accord ? Vous pouvez faire le test. Je vais sur Google, définition performance. La performance désigne l'accomplissement remarquable d'une action, l'atteinte d'un objectif fixé ou le résultat chiffré obtenu dans un domaine précis. Quand on a lu la définition de la performance, on comprend que la performance, c'est très bien. C'est ce qui va vous guider toujours vers une vie meilleure. La performance est absolument partout. On parle de performance énergétique. Quand vous êtes chez vous, si vous avez des valeurs écologiques un petit peu comme moi et non pas des valeurs escrologiques, vous essayez chaque année de consommer un petit peu moins d'électricité, de gaz, etc. Alors, malgré tout, comme on est dans un état ultra-socialiste, comme je disais tout à l'heure, la facture augmente
même si votre consommation diminue. Donc ça, j'en ai eu la preuve l'an dernier, puisqu'en consommant 30% de gaz de moins, la facture a augmenté. Bon, hein, ça, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais je me dis que chaque année, en termes de performance énergétique, je m'améliore. Et je suis content. Je me dis, putain, j'ai économisé de l'énergie. Quand tu conduis ta voiture, c'est pareil. Tu essayes de conduire souple, bien, correctement, pour économiser le carburant et payer moins cher, ou, si tu as des valeurs écolo, utiliser moins d'énergie fossile. Mais dans les deux cas, tu es un peu gagnant, quoi. Donc la performance est extrêmement saine. Donc voilà, ça c'est ma démonstration. Je continue, il restait un tout petit paragraphe. Alors après, là où je lui en veux pas, c'est que même s'il y a des guillemets et que les phrases sont en italique, il est très possible que la journaliste ait modifié ses propos. Ça, les journalistes le font souvent. Derrière, le temps que vous disiez « diffamation, pas bien », vous avez la flemme d'embaucher un avocat, vous vous rendez compte qu'un avocat ça coûte cher, comme vous gagnez pas d'argent, vous pouvez pas embaucher un avocat, donc finalement vous portez jamais plainte pour diffamation, et au bout de 3 mois il n'y a plus de diffamation, donc l'article reste, et c'est la vérité brute gravée dans le marbre. Bref. Je reprends. Mais les propos sont peut-être modifiés, donc c'est pour ça que... Et là ça devient de pire en pire. L'ultra-trail leur offre reconnaissance et valorisation sociale. Ça, c'est une phrase qui veut rien dire. J'ai tout un tas de personnes qui sont abonnées sur du Karmi, que je connais, etc., que j'ai appris à connaître. C'est des gens qui ont une famille, qui ont un boulot. Alors, l'ultra-trail est un hobby, ça leur fait plaisir. Mais qu'ils franchissent la ligne ou qu'ils abandonnent, en fait, ils s'en foutent. Leurs enfants les aiment pareil. Ils sont pas virés de leur job. Ils sont un peu déçus sur le coup, parce que bon, t'as abandonné une course, t'es un peu deg et tout, mais t'as réussi, t'es content. Mais en fait, ça s'arrête là. Le lundi, t'es au boulot, la vie continue, quoi. Donc, l'ultra-trail leur offre reconnaissance et valorisation sociale. C'est une phrase qui vous insulte tous en tant qu'ultra-trailer, parce que ça veut dire que sans l'ultra-trail, vous n'avez ni reconnaissance, ni valorisation sociale. Moi, personnellement, avant que je me mette à faire de l'ultra-trail, j'avais déjà une reconnaissance et une valorisation sociale qui étaient énormes, puisque dès que je fais un truc, je surperforme, et par exemple, dans le milieu de la nuit, à Annecy, dans les années 2010-2011, j'étais high level. Donc, je n'avais pas besoin d'ultra-trail pour avoir de la reconnaissance et de la valorisation sociale. Je l'avais déjà. Je l'avais déjà au collège, je l'avais déjà à l'école primaire. Voilà. L'ultra-trail ne m'a rien offert de plus que ce que j'avais déjà. Et d'ailleurs, si je ne faisais pas d'ultra-trail, j'aurais fait autre chose et j'aurais eu de la reconnaissance et de la valorisation sociale. Donc cette phrase est une insulte à l'intégralité des participants puisqu'elle suppose qu'ils n'ont ni reconnaissance ni valorisation sociale. Je reprends. Une écrasante majorité d'entre eux, plus de 90%, sont des hommes. Donc là, il insulte tous les hommes. Vous devez vous excuser d'être des hommes. Putain, mais gros! Moi, j'ai déjà eu des femmes dans mes discussions sur des lignes d'arrivée, etc., qui étaient sportives, mais qui ne s'intéressaient pas à la compétition. Pourquoi tu veux avoir 50% d'hommes et 50% de femmes? Ça sert à quoi? Si elles veulent venir, elles peuvent venir. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Une femme a autant de chances qu'un homme pour s'inscrire à la compétition. Les critères d'entrée sont les mêmes. Je précise d'ailleurs que le trail est une des très rares disciplines qui offre la même rémunération homme-femme. Donc, Clément, avant de clasher les hommes qui font du trail, va rédiger des articles sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans le foot, dans le rugby, dans le basket, dans le tennis. Les chiffres des primes à Roland-Garros sont publics, la différence est énorme. Dans le vélo, Pogacar, plusieurs millions d'euros, Pauline Ferrand-Prévot, 200 000 balles. Les deux ont gagné le Tour de France en 2025. Ok? Et là, je vois pas d'article. Rien, nada, kékette, zob.
Et vous allez voir, ça empire. Heureusement qu'ils nous ont laissé que 3-4 lignes. L'ultra-trail exacerbe la domination des hommes. Donc là, c'est n'importe quoi. On peut même plus commenter, c'est tellement débile. Les valeurs masculines, comme l'effort et le courage. Donc Clément Delbès nous dit que les femmes n'ont pas de courage et ne font pas d'efforts, alors qu'elles donnent la vie. Ce mec est juste ridicule. Mais j'aurais tellement honte d'avoir écrit ça. Les valeurs masculines sont l'effort et le courage. Donc ça veut dire que les valeurs féminines ne sont pas l'effort et le courage. Ah bah bravo. Ah bah va dire ça à ta mère, elle va être super contente. Il faut réfléchir un peu avant d'écrire des trucs aussi cons. Parce qu'après t'as les mecs comme moi qui commencent. Et qui attendent que ça. Donc ouais, l'ultra-trail exacerbe la domination des hommes, les valeurs masculines, comme l'effort et le courage. Bah ça va faire plaisir à toutes les femmes qui, cette semaine sur l'UTMB et sur toutes les compétitions de trail tout au long de l'année, se dépassent, réalisent des super efforts, et même, quand elles sont vraiment en haut du panier, les top athlètes féminines, eh ben, elles prennent un malin plaisir à battre les hommes, parce que souvent les hommes ont des stratégies un peu plus débiles, et elles, meilleures gestionnaires, elles arrivent à se dépasser et à finir largement devant eux très souvent. Donc, la compétition est également présente chez les femmes, l'effort également, le courage également, sinon tu n'aurais pas de femmes sportives. Et par exemple, je vais sur l'UTMB sans doute encore être au contact du podium féminin. Donc l'an dernier, j'ai oscillé entre la 3e et la 1re place féminine. J'ai pu voir le trio Courtney Dauwalter, Ruth Croft et Camille Bruyas se dépasser, se redépasser, etc. Il y avait des efforts, il y avait du courage, il y avait tout ça, quoi. Et attention, la misogynie de Clément Delbès ne s'arrête pas ici. Écoutez la phrase suivante. Les femmes sont sur le parcours pour les encourager. Ouh là 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 là. Oh, le raccourci. Les nourrir et les rafraîchir sur les points de ravitaillement. Donc là, le mec, en fait, il est revenu au temps des cavernes. Alors, oui, effectivement, si t'as 90% d'hommes et 10% de femmes, mais là, il a pris les pires cas. Hein. Parce que sur l'UTMB, c'est même plus que ça. C'est pas 10% de femmes, c'est plus. Putain, il faudrait que je retrouve le chiffre. Le chiffre. Vous allez patienter pendant que je retrouve le chiffre, parce que on peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. Combien j'ai de femmes inscrites à l'UTMB? Ça m'énerve. Il faut que j'ai un chiffre qui permette de voir l'étendue de la bêtise de tout ça. Parce que quand on vous dit 90-10, hein, personne n'a vérifié, je le sais, je vous connais. Vous aimez pas les chiffres. C'est pour ça que vous avez fait sociologie. Alors. Sexe. Je vais faire sexe homme. Combien j'en ai? 1972. Hein? Ah non, putain, c'est le dossard, ça, merde. Attends, 150 x 10. J'en ai 1500. 1500 hommes. Ouh là là, je sens la PLS arriver. Et chez les femmes, j'en ai... Donc attendez. 1500 hommes. Chez les femmes, je fais 30 x 10. 300 femmes. Ça fait 1800 au départ. Oh, c'est bizarre, ça. Je dois pas avoir accès à la liste complète. C'est louche. Non, j'ai pas accès à la liste complète. Putain! Ah, merde. Bon, là, j'ai pas tout sous les yeux, donc je peux pas vous faire ça. Il faudrait prendre une course qui est finie. Donc voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est on fera ça sur la revue de presse. Lundi prochain, nous prendrons le pourcentage de femmes et d'hommes à l'arrivée. Voilà. Puis on verra si ça se vérifie. Donc je répète, les femmes sont sur le parcours pour les encourager, les nourrir et les rafraîchir sur les points de ravitaillement. Donc en fait, il assimile les femmes à des esclaves.
Alors que je prends le cas de mon ami Rémi Brassac qui a remporté la TDS mardi, et effectivement, sa femme lui faisait l'assistance sur les 2 ou 3 points permis sur l'assistance. Je pense qu'elle était heureuse. Sur les images, en tout cas, elle avait l'air contente de participer à la victoire de... je sais pas s'ils sont mariés, mais de Rémi, en tout cas. Son fils était là aussi, c'était un beau moment de partage en famille, et puis peut-être qu'elle a une autre passion qu'on connaît pas, elle fait peut-être un autre sport, et à ce moment-là, c'est Rémi qui va l'encourager, enfin voilà. En tout cas, ça marche comme ça avec ma compagne, et certes, elle est là sur le parcours pour, je cite, m'encourager, me nourrir et me rafraîchir, mais c'est ce que j'ai fait la semaine dernière en l'encourageant au bélier. Et ça, bah tu le sais pas. Voilà. Parce que c'est du domaine privé, en fait. T'analyses un épiphénomène et t'en fais une généralité. Je sais pas si tu vas avoir ton doctorat. Et sur la ligne d'arrivée, les finishers se mettent en scène en conquérant. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Et est-ce qu'ils le font tous déjà? Ouais, il y en a, ils arrivent, ils lèvent les bras, ils sont contents. Mais putain, laisse les gens être heureux, bordel! Ça te fait tant chier que ça, que les mecs soient contents d'avoir réussi à faire un effort physique qu'ils jugeaient peut-être extrêmement difficile. Putain, mais c'est leur vie, tu vas les laisser tranquilles, oui. Ouais, le mec, il finit la TDS à 4h du matin, il est 150e, il lève les bras comme s'il avait gagné la Coupe du Monde de foot. Putain, mais laisse-le tranquille. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, le gars, moi j'ai déjà interviewé des gens au micro, ils étaient dans les derniers, ils s'écroulent sur la ligne et ils pleurent. Alors de mon œil extérieur, je me dis, bah c'est pas une performance ouf, pourquoi il pleure? Le gars, il t'apprend que la semaine dernière, c'était l'enterrement de son papa, que son papa aimait le trail, qu'il a fait ça pour ça, qu'il était en rémission d'un cancer l'année d'avant. Putain, mais laisse les gens avoir des rêves, ok? Pas parce que toi, t'en as pas, que les autres devraient pas en avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, moi, quand j'arrive, je fais un petit coucou à la foule, mais c'est vrai que je m'en tape un peu. Bon, je suis content d'arriver, mais je fais pas une scène exceptionnelle, parce que, voilà, c'est pas là où je prends mon plaisir. Mais d'autres le font. Mais qui est-ce qu'on est pour les juger? C'est leur truc. C'est leur arrivée, c'est eux qui sont arrivés au bout du truc. Putain, laisse-les être contents, quoi. Dans un monde où on peut plus jamais rien dire, là, au moins, sur la ligne d'arrivée, le mec, il peut crier, il peut être content. Putain. Vous vous rendez compte? Donc là, après, c'est fini. L'article part sur autre chose. On va peut-être s'arrêter là, ça va être un peu long. Mais vous vous rendez compte un petit peu de ces gens qui veulent vous empêcher de vivre. On veut vous empêcher de vivre, en fait. Vous n'avez plus le droit de rien faire. Il faut vivre dans un moule. Vous devez vivre dans un carré, en béton, dans une ville, et aller au boulot en tramway, faire comme tout le monde, gagner la même somme d'argent que tout le monde. Voilà, on veut des moutons, voilà, qui bougent pas. Donc bon, voilà, c'était le petit coup de gueule face à ce truc inintéressant. Bref. Nous, sinon, on va se concentrer sur l'UTMB. D'ailleurs, hier, je suis allé prendre mon dossard, je suis passé un petit peu sur les stands. Tous ceux qui étaient là avaient l'air ravis et très contents. Ces gens-là prennent beaucoup de plaisir. Donc, moi, je vais être avec les gens qui prennent beaucoup de plaisir et je vais laisser les aigris taper des articles derrière leur ordinateur dans leur studio ridicule pendant que nous, on kiffe la life à Chamonix. Donc, ouais, sur cette UTMB... Franchement, je vous invite à vous abonner à mon site duc-army.fr. Déjà parce que si je peux envoyer des énormes clashs à tous ces gens-là, c'est parce que je ne suis pas salarié et je gagne mon argent auprès d'une très grande diversité de clients que sont par exemple les gens abonnés à mon site duc-army.fr, mais aussi j'ai d'autres manières de gagner de l'argent, donc je peux rester indépendant. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez faire grossir la bête, duc-army.fr, et dessus vous avez toute ma prépa de cet été. Je vais faire un petit bilan rapide, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller retrouver tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu quelques péripéties, il y a eu le stage en altitude, auquel était Rémi Brassac également. Donc brièvement, cette UTMB sera le plus dense auquel je n'ai jamais participé, puisque j'ai le 132e index au départ. Alors, il y aura des DNS, et puis bien sûr après des DNF, mais quand la liste de favoris est sortie, j'avais le 132e index. L'an dernier, j'avais le 80e. Donc vous vous rendez compte, il y a 50 personnes de plus devant moi par rapport à l'an dernier. C'est énorme. Et je crois qu'en 2022, mon pire index, c'était 110e. Donc voilà, 132e, c'est inédit.
Le parcours va subir une légère modification au niveau de juste après la Foulie, parce qu'il y a eu une coulée de boue en Suisse. Mais bon, c'est anecdotique, mais je voulais vous partager cette info pour vous montrer à quel point je suis 100% focus et informé, et que voilà, si vous voulez vous aussi être dans la connaissance tout le long, bah, vous allez sur duc-army.fr et vous serez à jour non-stop. La prépa, globalement, c'est très bien passé. Je vous fais un bref résumé. J'ai eu des douleurs, j'ai eu des problèmes. Je les ai gommés et ils sont derrière moi. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça peut ressurgir à différents échelons de la course. On le voit parfois avec d'autres participants, donc méfiance. La pluie, malheureusement, est un petit peu annoncée. On verra si ça augmente, si ça diminue. Est-ce qu'il y aura le vent, les températures négatives? Voilà, dans quel sens ça va partir, mais on ne fera pas une édition sous le soleil comme en 2024. Ce sera une édition un petit peu pluvieuse. Je pense qu'il y a quand même très peu de chances d'avoir la même pluie que l'an passé, qui était terrible. Mais voilà, on surveille cette météo. Et d'ailleurs, sur duc-army.fr, je proposerai vendredi matin un dernier point sur mon équipement avant l'UTMB, puisque j'aurai les dernières infos avec le radar, le radar météorologique que je pourrais faire tourner vendredi matin. Et pour les fans, les patriotes, je suis pleinement revenu chez moi, et donc vous pouvez... revenu chez moi, bon, ce sera lundi maintenant, parce que là je suis à Chamonix, mais vous pouvez commander sur duc-army.fr si vous avez besoin de vêtements avant d'attaquer la dernière partie de la saison, l'automne, et j'ai remis à jour les produits Nutriting, puisque j'ai repassé une commande ce matin même. Et donc elle sera là lundi ou mardi. Sinon, le but de ce podcast quotidien, c'était pas uniquement de clasher les gens qui rédigent des articles sans queue ni tête, et surtout sans contradiction. Je n'ai peut-être pas 100% raison, mais je pense que c'est bien d'opposer une contradiction à toute cette espèce de bien-pensance qui, finalement, n'est pas une bien-pensance, puisque vous voyez que c'est une manière de penser qui est néfaste. Néfaste aux relations humaines, puisque quand on va vous supprimer vos hobbies, vos loisirs, vous allez rester cloîtré chez vous. Après le boulot, vous aurez votre ordinateur, votre télé, votre Netflix, vos réseaux sociaux, et en fait, vous n'aurez plus vraiment, justement, de liens sociaux, puisqu'on vous aura interdit tous les événements, tous les rassemblements. Voilà. Tout est mal, sauf quand il y a beaucoup d'argent, puisque personne ne critique l'industrie du ski, et personne n'a critiqué la Coupe du Monde de football, qui était juste une hérésie au niveau des voyages en avion. Là, ça a carburé sec. Hein. Mais on n'avait pas d'article. Rien du tout. Par contre, l'UTMB, c'est mal. Aujourd'hui, donc ce matin, j'ai rédigé un petit peu ma du chronique. J'ai pris un peu d'avance, parce que la TDS, en tout cas, les premiers sont arrivés. Le TC est terminé, la MCC est terminée. La Young CC, très intéressant, hein, pour voir un peu les jeunes pousses de demain, puisqu'on va de la catégorie minime, 14-15 ans, à junior, 18-19, donc la Young CC pousse pas mal aussi. Donc j'ai tapé tout ça, bien sûr ce podcast, et après petit footing, la dernière fois que je chausse les baskets avant la course. 20-25 minutes, 2-3 minutes d'accélération, donc c'est du classique. Et cet après-midi, qu'est-ce que je fais? Cet après-midi, dernière fois que je m'adresse à des gens, puisque jeudi, vendredi, je resterai cloîtré chez moi. Enfin, j'ai déjà mon dossard et tout, donc pas de souci. Cet après-midi, je filme. Qu'est-ce que je filme? Ah oui, je fais des images. Préparation de sac, dossard, etc. Pour mon film sur l'UTMB 2026. Donc c'est un film qui sortira plutôt en octobre-novembre, qui va retracer toute l'année jusqu'à l'UTMB. Et on a des images depuis la Saint-Élion. Des images à la maison, des images à l'entraînement, des images en course avec le 90 du Mont Blanc, des images à Tignes, et on espère le plus d'images possible à l'UTMB. Voilà, j'ai 3, 4, 5, allez 6 points où on pourra avoir des images, donc ça va être sympa. Et cet après-midi, c'est les images de préparation, de dossard, de petites interviews d'avant-course, bien sûr, pour nourrir le film,
Donc ce sera très sympa, ce sera sur les bases de ce que j'avais produit en 2021 avec John Rimbaud, bien sûr avec des qualités d'image meilleures, puisque le bond technologique s'est fait entre 2021 et 2026 au niveau du matériel, et aussi des images avec plus de sens. On a mieux réfléchi tout au long de l'année à la prise d'image. Voilà, c'est un billet qu'on a quand même donc tout mis bout à bout, je suis quasiment arrivé à 10 000 euros. C'est quand même un investissement massif et je fais le choix pour faire la promotion la plus large possible de le diffuser gratuitement sur YouTube. On verra quand même si la plateforme... Comment elle s'appelle déjà ? Merde, j'ai sur le bout de la langue. Utrax ? Non, Ultra... Ah putain ! J'ai oublié. La plateforme... Ben je sais plus. Le Netflix du trail, là. Putain, comment c'était ? Putain, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Enfin voilà, en tout cas, on fait ça à 14h. Bon, je vous rassure, à 15h, ce sera largement fini. Et après, j'ai une petite interview. Pareil, ça va durer une demi-heure à tout péter avec Digitry, puisque Digitry, ce sont eux qui ont fait mon site internet, duc-arami.fr. Et comme vous le voyez, c'est quand même un truc un peu réfléchi, un peu chiadé, puisque vous avez... une boutique, vous avez différents liens qui partent sur les calendriers, sur les cartes, vous avez les pages code promo, les calendriers où je me rends, etc. Vous avez, bon ça c'est un lien vers le Discord, vous avez, là aussi c'est le module pour s'inscrire au club FFA, enfin il y a tout un tas de choses sur mon site internet. Donc là on se fait une petite interview ensemble puisqu'ils ont pas mal percé dans le monde du trail, en réalisant le site internet de certains coachs, de certains nutritionnistes, de certains autres athlètes également. Et voilà. Et puis après, c'est fini. Voilà. Voilà, une après-midi qui va être calme. Ce soir, j'ai le temps de m'automasser un petit peu et de m'étirer un petit peu. Donc, par rapport au livre Savoir s'étirer de Christophe Cario, je prends les temps de maintien les plus courts. Puisque là, on est à J-2. Et J-1, j'aurai un petit massage, cette fois drainant. Là, lundi, j'ai eu un massage vraiment de récup, où on appuyait sur les muscles. Je le sens un peu d'ailleurs. Enfin, plus aujourd'hui, mais mardi, je l'ai senti. Et jeudi, ce sera vraiment drainant. Alors, je vous ferai pas la même photo que Ben Diman avec ses veines. Il me fait peur. Moi, je le vois courir en 16h30 à l'UTMB, il me fait peur. Mais voilà, ce sera massage drainant demain, et il y aura bien sûr plus d'étirements. La veille, je reste... voilà, on ne touche plus à rien. Tranquille, là. Tranquille. Je vais quand même prendre 2 toutes petites questions de patriotes, parce que le but du jeu, c'était aussi, tout au long de ces mois de juillet-août, de répondre à des questions quand je me sentais en capacité. Donc c'est pour ça que je n'avais pas répondu à quelques questions. Tao Dou. Hello Hugo. Question légère sur les encouragements. Au-delà du contexte de l'UTMB et son importance dans ton calendrier, est-ce que le fait qu'il y ait plus d'encouragements sur la course améliore ton expérience en tant que coureur ? Alors oui, effectivement, Tao, en fait, c'est vrai que je viens à l'UTMB parce que moi, j'adore. Encore une fois, c'est personnel. J'adore cette ambiance sport-spectacle. C'est pour ça qu'en VTT, je participais aux Coupes de France, aux Championnats de France, parce qu'il y avait une ambiance enfin, très sympa, même si aujourd'hui il y a encore une meilleure ambiance, comme on l'a vu au GEL la semaine dernière. D'ailleurs, on n'a pas eu d'article de Mediapart sur les comportements masculinistes vus au GEL. Pourtant, sur Instagram, c'est même pire que ça, puisque non seulement il y a des hommes dans la compétition, mais il n'y a que des hommes en supporters. Et ils se livrent à des pratiques moyenâgeuses comme faire du bruit avec une tronçonneuse, faire des ventriglisses, sauter au-dessus d'un feu, etc., etc. Donc voilà, Mediapart, si vous voulez réécrire des articles sur les vilains masculinistes, allez voir le monde du VTT qui est absolument abject. Ouais, donc Tao, ouais, les encouragements, franchement, j'adore. Alors après, ce qu'il y a, c'est que je suis fatigué au bout d'un moment, donc je peux pas vraiment vous remercier. J'essaie quand même de faire un petit signe de tête, mais des fois je suis tellement essoufflé, ou alors c'est à cause de la fatigue, mais j'arrive même plus à dire merci. Donc voilà, le prenez pas mal si je vous ai pas fait un grand coucou
Mais ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Par contre, comme je suis fatigué, je n'arrive parfois pas trop à interagir avec vous. Ceci dit, j'adore aussi les courses intimistes. J'en ai d'ailleurs réalisé plusieurs. Et si les gens s'intéressaient à... Alors, on peut dire palmarès, mais disons la liste des courses auxquelles j'ai participé, ils verraient que j'ai tapé sans retenue dans le trail saucisson également. Deuxième petite question, si on te croise seul sur le chemin le samedi, quel genre d'encouragement préfères-tu, qu'on te donne un écart, une connerie pour te faire sourire ou juste un « allez go, hâte de te voir sur les chemins ». Alors c'est vrai que si tu me donnes les écarts le samedi, ça me fait plaisir, puisque rares sont ceux qui donnent les écarts et très rares sont ceux qui donnent de vrais écarts. Très souvent, les chiffres annoncés sont entièrement faux et c'est délétère parce que ça peut perturber notre rythme de course, même si j'essaye d'être le plus opaque possible désormais. Mais voilà. Et c'est vrai que quand tu es tout seul depuis un long moment, alors peut-être que cette année, avec la densité un peu augmentée, ça ne le fera pas, mais des fois, tu as quelqu'un qui est 2 minutes devant toi, donc c'est rien du tout, mais toi, tu l'as jamais vu. Et ça fait une demi-heure que tu es tout seul. Et là, tu peux être dans un faux rythme, etc. Donc qu'on te dise, ouais, il y a machin à 2 minutes, ça peut aussi rebooster et te permettre de te dire, putain, ouais, vas-y, j'essaie de faire un peu mieux, etc. Encore une fois, je précise ça le samedi, puisque je ne souhaite pas avoir connaissance de mon classement avant la Foulie ou Champais. Voilà. Peut-être la Foulie. Disons la Foulie. Une autre petite question de Mickaël Anceux. Cher Duc, j'espère que tu es en forme pour affronter ton 25e UTMB. Alors, c'est pas vrai, c'est le 8e. Je me questionnais au sujet de l'assistance en course. Il me semble que tu avais évoqué, au cours d'un podcast accessible aux gueux, et dont je ne me souviens pas le numéro d'épisode, que 2026 serait sans doute ton dernier UTMB avec assistance extérieure au ravito. Alors tu te trompes, Mickaël, je l'avais dit fin 2024 pour 2025. J'avais réalisé l'Ultra Trail du Chianti 2025 sans assistance extérieure. Suite à ça, j'ai décidé de me servir de l'assistance non-stop désormais. Pourquoi ? Parce que au Chianti, j'ai fait la course sans assistance. Personne n'en avait rien à foutre. Personne ne m'a félicité à propos de ça. Aucun média n'a dit « Oh, regardez, Hugo Ferrari, il l'a fait, ça va dans la bonne direction, il faut faire comme lui, etc. etc. » J'ai pas eu d'article de Mediapart pour dire que je m'étais pas servi des assistances et que j'avais pas exploité les femmes pour me nourrir. Donc en fait, j'ai simplement ce jour-là réalisé un sacrifice comme Jésus-Christ. Je me suis sacrifié sur la croix, j'ai pas utilisé l'assistance au Chianti, j'ai perdu entre 10 et 15 minutes. Et je n'ai eu aucun bénéfice. Tout le monde s'en branle. Donc, quand c'est autorisé, j'utilise l'assistance. Point barre. Puisque ça reste des compétitions. Maintenant, effectivement, si demain elle est supprimée dans un règlement, je ne serai pas contre. Enfin, je m'en fous en fait. Dans tous les cas, je m'adapte. C'est comme si tu m'interdis d'utiliser les bâtons, je m'en tamponne. C'est pas moi qui flirte avec les barrières horaires, donc tu m'enlèves les bâtons, bon, je vais perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. Par contre, tu vas peut-être pénaliser l'arrière du peloton. Donc finalement, le néolibéral aux valeurs de performance, c'est peut-être toi qui va m'empêcher d'utiliser les bâtons. Si on réfléchit. D'autre part, j'ai écouté une partie du dernier épisode où tu étais présent, de la bande AD+, et le sujet a été évoqué. Blandine a d'ailleurs pris position. Alors, elle a pris position, comme je te le dis. Tant que l'assistance est autorisée, Blandine aura une assistance. Mais le jour où elle est interdite, Blandine ne sera pas gênée. C'est ça qu'elle a dit. Attention, ne déforme pas les propos. Ne serait-il pas intéressant que 2 classements puissent coexister, un avec assistance, le second sans ? Non, c'est impossible. En fait, c'est irréalisable dans le monde réel parce que tu peux pas le contrôler au ravitaillement. Alors tu vas me dire, ouais, mais si, on peut en faisant ça, ça, ça et ça. Ok, donc tu vas surcharger des bénévoles, leur faire avoir un rôle de policier, faire des fils pour les assistances, des fils sans les assistances. Tu vas créer une usine à gaz
imbitable, qui va gêner tout le monde, c'est de la merde. On le voit apparaître dans certains défis off. Alors, pour moi, les gens qui font des défis off sont des gens qui n'ont pas le niveau suffisant pour briller en compétition et qui du coup se rabattent sur des défis off que généralement personne ne fait pour tenter d'exister sur le plan médiatique à travers ce défi. Je dis ça, mais j'adore les défis off, attention. Je serais, si j'avais un peu plus de temps, peut-être le premier à en faire. Mais dire, ouais, j'ai fait mon défi off sans assistance, on s'en fout, parce que comme c'est un défi off, il n'y avait pas de compétition, donc assistance, pas assistance, enfin, on s'en fout, t'es pas dans la compète. Je pense notamment au chrono concernant les 7 majeurs à vélo. Certes, il ne s'agit pas d'une course organisée avec un départ, mais l'idée est intéressante. Ouais, mais non, mais c'est du foutoir, ça. C'est pas une compétition, c'est next. On balaye. Soit on fait l'UTMB avec assistance, soit on le fait sans assistance, mais c'est A ou B. D'ailleurs, l'assistance de Trian a été supprimée cette année. Donc voilà, pour moi, il faut soit dire ouais, ok, c'est bon, c'est fini, on arrête, soit ça continue comme ça, quoi. Ou alors après, tu peux réduire le nombre de postes d'assistance, qui est une nuance qui peut être sympathique. D'ailleurs, sur l'UTMB, on n'a que 4 assistances. Je veux dire, sur 22-23 heures de course, c'est pas non plus énorme. Moi, je passe plus de temps sur les ravitaillements proposés par la course que sur les assistances. Voilà, Michael. Et j'en avais une petite dernière et après on raccroche. Jean-Philippe Ganivet et Auduc. Petite question rapide pour le J-60 que tu peux traiter en rafale avec d'autres. Ça tombe bien. C'est le cas. On ne parle plus de compression, surtout blanche, depuis quelques années. Rien n'ayant été scientifiquement prouvé. Ah, je crois quand même, Jean-Philippe, que certaines marques ont utilisé des études. Bon, après, je suis pas penché sur le sérieux des études, mais il y avait quand même des papiers qui circulaient, donc ne crachons pas dessus trop fort. Donc on parle plus de compression, ouais, les manchons de compression, ouais, c'est vrai que si on en voit pas trop, ouais, t'as raison, ouais. Mais depuis 2 ans, on voit de plus en plus de monde, dont toi, ton frère, Thomas Cardin, Théo Détienne, courir avec des cuissards de compression. Ah oui. Oui. Alors, comment on explique ça ? Bah, très simple, Jean-Philippe, mon sponsor m'a dit « Tiens, ça c'est la tenue athlète pour 2026, il faut que tu la portes. » Je l'ai portée. Voilà. Non, c'est pas vrai, parce que on a aussi des shorts. Alors, protection musculaire sur Ultra Confort. La protection musculaire, j'y crois pas trop. En tout cas, j'ai du mal à la percevoir. Puisque le cuissard, tu vois, je l'avais au 90 du Mont Blanc. L'an dernier, j'avais des cuissards qui n'étaient pas compressifs, hein, attention. Cette année, donc, on a le cuissard compressif. Moi, j'ai rien senti au 90 du Mont Blanc. Par contre, pourquoi je l'utilise ? Au niveau des poches, qui sont vraiment bien sur les cuissards. Elles tiennent vraiment très très bien. Et au niveau du froid, puisque donc au 90 du Mont Blanc, tu vas me dire ouais mais il faisait chaud. Oui, mais je le testais pour l'UTMB, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'irritation, de trucs comme ça en situation de compétition. Mais pour la nuit de l'UTMB, bah, j'aime bien avoir le cuissard parce que au moins depuis le haut des genoux jusqu'au niveau du cou, tu es habillé. Donc moi je prends mon maillot de corps et je le mets sous le cuissard et ça fait vraiment une couche de protection. Alors que le short, le froid rentre par le dessous du short. Et là, avec le cuissard, je trouve que la chaleur est beaucoup mieux conservée. Donc, on peut dire que c'est du confort ou lié à la météo. Et aussi, quand tu mets un pantalon de pluie par-dessus le cuissard, c'est un peu moins le bordel que par-dessus un short. Il a un peu moins tendance à toucher le pantalon de pluie. Bon, ça c'est du détail, mais voilà. Maintenant, je ne vais pas parler pour les autres. Peut-être que eux trouvent que le petit côté compression avancé par le fabricant est intéressant. Pourquoi pas ? Comme je te dis, je l'ai pas senti. Oui, alors cuissard noir, évidemment, parce qu'en fait, si tu mets un cuissard blanc, on voit ta tub, en fait. C'est assez simple à comprendre.
C'est comme si t'avais un caleçon blanc, à un moment donné, voilà. Et après, on va dire qu'on est des vilains masculinistes, hein, parce que la tub serait en avant, tu vois, par rapport au reste du corps. Ah, encore un vilain masculiniste qui force tout le monde à regarder son sexe. Donc, tu vois, on aurait des articles, t'imagines? La folie. Voilà. Bah, du coup, ouais, non, moi, c'est vraiment en termes de protection et les poches. Voilà, que j'aime bien. Sur le cuissard. Mais effectivement, avant, j'avais beaucoup porté le short parce que, bah, tu vois, c'est comme le sac. Avant, j'avais des sacs qui étaient quand même moins carrés que le Wise que j'ai maintenant. Voilà, je me suis amélioré un peu sur la bagagerie, on va dire. Je veux dire, avant 2023... Non, avant 2024, j'étais à l'arrache sur la bagagerie. Et après 2024, j'ai commencé à pousser un peu la réflexion là-dessus. Voilà. Après, tu nous as parlé un peu des débats de Chamonix. Allez, je vais quand même les citer pour finir. Merci et bonne UTMB. Bon débat sur Cham dans la bande AD+, donc ça c'est fait, je vous invite à l'écouter. C'était la semaine dernière. Il est clair qu'il faut arrêter de stigmatiser les trailers sur la surpopulation. Oui, puisqu'en fait, la surpopulation est multifactorielle. Et surtout, comme je l'ai souvent dit, si vous interdisez à un trailer de faire le trail le dimanche, en fait, il va aller faire autre chose. Il va pas rester chez lui, assis sur son canapé, à attendre que le temps passe. Il va aller faire un autre trail ou un autre sport. Donc, son bilan carbone va exister quoi qu'il arrive. Quoi qu'il! Peut-être le maire de Chamonix la ramènerait moins s'il faisait payer un forfait au trailer comme aux skieurs, à 60 ou 70 € la journée. C'est ça qui les dérange. C'est qu'on lâche pas assez de pognon, en fait. Parce que le ski, c'est quand même mettre des poteaux métalliques sur des plots en béton dans la terre, dans les forêts, sur la montagne. En coupant certains arbres pour faire passer à la fois les remontées et les pistes de ski. Donc c'est le pire du pire, en fait. Et qui plus est, vous faites tourner des dameuses qui consomment énormément de gasoil pour faire les pistes de ski. Et comme les Français sont de plus en plus pauvres, puisque l'inflation les tue petit à petit, ainsi que les charges sociales qui augmentent sans arrêt, c'est pour ça que vous avez un écart entre votre net et votre super brut qui s'accroît chaque année, eh bien, ce sont des étrangers qui viennent en station de ski, par exemple à Tignes l'hiver, c'est une statistique officielle de leur office de tourisme, 90% des skieurs à Tignes ne sont pas de nationalité française. Et, quand vous n'êtes pas de nationalité française, comment vous êtes venu? En avion. Eh oui. Aucune station ne calcule ce bilan carbone. C'est aussi pour ça que l'UTMB disait, oui, mais vous critiquez notre bilan carbone parce qu'on vous le montre. Et il y a plein de gens qui ne vous montrent pas le leur. Donc vous ne les critiquez pas, du coup. Et effectivement, quand tu vois que pour aller à la mer de glace, c'est 40 € le ticket, via le train, là, ou je sais pas quoi, tu te dis que, ouais, la compagnie du Mont Blanc qui exploite toutes ces remontées mécaniques se fait quand même des couilles en or. D'ailleurs, elle est en bourse. Bourse, compagnie du Mont Blanc. Alors, en soi, c'est une entreprise française qui gagne de l'argent, moi, j'ai rien contre. Mais c'est coté à 250 €, et quand vous prenez le graphique, ouais, ça augmente gentiment, ça fluctue un peu quand même, c'est pas... On voit qu'il y a eu un boom après 2025, putain, mais c'est lié à quoi, ça? Bizarre. Bon, bref, ouais. Compagnie du Mont Blanc qui a une capitalisation de 225 millions d'euros, donc bon, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, c'est quand même une belle entreprise française, vous pouvez l'acheter sur un PEA, PME, par exemple. Donc après tu finissais par... ouais, puis alors pour aller à la Flégère, pareil, le télécabine c'est facilement 20 balles, enfin... bon, ça rentre directement dans les caisses, tu vois, c'est... Et comme le trailer il y va à pied, c'est emmerdant, ça les emmerde. Le trailer ne lâche pas assez d'argent encore pour être le bienvenu à Chamonix. On n'entend rien non plus pour les apprentis alpinistes versus le lobby des guides. Et oui, alors très très anti-UTMB, puisqu'en fait, longtemps, la montagne était pour eux,
D'ailleurs, finalement, guide, quand on y repense, qu'est-ce que c'est le modèle économique du guide? C'est faire venir quelqu'un qui n'est pas de la montagne, le faire venir à la montagne, donc déjà, bilan carbone, automatiquement. Chaque guide pourrait publier le bilan carbone de toutes ses expéditions à l'année, avec la localisation des gens. Hein, bon, aucun ne le fait, hein, bien évidemment, aucun ne le fait. C'est intéressant de le remarquer. Donc, vous faites venir un étranger, et vous lui faites le tour de la montagne, et il paye pour ça. Donc en fait, c'est le même principe que le trail. C'est exactement la même chose. C'est le même business model. Quelqu'un d'extérieur à votre milieu naturel vient, via un transport qui émet du carbone, et vous lui faites faire un tour dans la montagne. Il paye pour ça, et après il repart. C'est comme prendre un dossard. C'est pareil. Encore une fois, ce sont des chiffres. Je veux dire, il n'y a pas d'émotion dans ce que je dis. Moi, j'adore les guides, je les trouve sympathiques, mais même business model. Pourquoi on a construit des refuges dans la montagne? Donc, pour construire un refuge dans la montagne, vous amenez le matériel de construction via des hélicoptères, etc., etc. Une fois que le refuge est construit, il faut l'alimenter en nourriture et en boisson via des 4x4, des quads ou des hélicoptères. Ça fonctionne un petit peu grâce au gasoil. Et ces refuges, finalement, permettent l'affluence toujours plus nombreuse de touristes qui, encore une fois, viennent sur Chamonix via la voiture, l'avion. Donc c'est exactement pareil que du trail. Mais personne dit « ouais, les refuges, ils polluent ». Personne. Pourtant, la présence des refuges crée un afflux de touristes. Si vous supprimez les refuges, il ne reste plus que des gens capables de faire des très longs tours à la journée. Et donc vous avez beaucoup moins de tourisme. Et d'ailleurs, les refuges, c'est quand même intéressant de noter qu'ils vous vendent des produits achetés à métro, donc de la merde. Par exemple, quand vous mangez une tarte aux myrtilles dans un refuge, certains doivent cueillir les myrtilles, mais beaucoup doivent acheter des myrtilles surgelées à métro et les stocker dans des congélateurs dans le refuge. Parce que, enfin, moi en tout cas, quand je fais du trail ou de la randonnée, je vois très bien qu'autour des refuges, il n'y a quasiment pas de myrtilles. En tout cas, pas assez pour proposer tous les jours des tartes aux myrtilles aux gens qui sont là quand il y a 20, 30, 40 personnes. C'est des chiffres, hein, je regarde un peu combien il y a de myrtilles autour du refuge, je regarde combien il y a de gens par jour, combien de tartes sont dispo, je me dis, tiens, c'est marrant, il doit en importer quand même. Mais bon, le principal, c'est que vous y croyez. Et dans les refuges, on vous vend des Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une entreprise américaine qui a débarqué sur le territoire européen. Et on vous les vend en refuge. Donc l'ultra néolibéral capitalisme américain a pris sa place dans les refuges français de haute montagne. Encore une fois, c'est une simple observation. Coca-Cola, il est dans le refuge, voilà. Je ne juge pas, je constate. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Putain, on a encore fait un beau podcast. Franchement, je suis toujours très très inspiré à l'approche de l'UTMB. J'espère que ça en aura convaincu pas mal d'entre vous de venir sur duc-army.fr parce qu'on se régale comme ça quasiment une fois par semaine là-bas avec des chroniques enflammées, avec des podcasts un peu moins rigoureux, un peu moins tenus où on va plus dans la rigolade, mais avec quand même beaucoup de choses intelligentes pour que vous puissiez vous aussi performer en trail, même si vous êtes d'horribles masculinistes qui exploitez vos femmes pour vous nourrir et vous rafraîchir. Puisque bien sûr, en tant qu'homme, vous êtes incapable de le faire vous-même. Donc voilà, et j'espère que mon ami Clément Delbès, que je connais en plus, ne le prendra pas mal. Puisqu'évidemment, je ne m'attaquais pas à un personnage, mais plutôt à la position et à la stature de l'homme, et non pas à l'homme en lui-même. Et je précise quand même que c'est un pratiquant de trail extrêmement sympathique et qu'il se déplace tout de même sur certains événements. C'est pour ça aussi que j'étais choqué de le voir prendre cette position, puisque je l'ai déjà rencontré sur des tout petits trails. Donc voilà, il a bien vu que, en plus, dès qu'on baisse un peu la distance, le pourcentage femmes-hommes se standardise. On est rapidement à 30, 40, voire 50%. Donc
Et c'est pour ça que j'ai aussi dit que il est très possible que ces propos aient été déformés par la journaliste en charge de la rédaction de ce papier qui finalement pose surtout problème puisque en sa qualité de média quand même très très correct, très lu, voilà, on aime bien dénicher les petites pépites dans Mediapart. Bon ben voilà, là on était un peu déçus, un peu sur notre faim quoi en tant que trailer, en tant que passionné et gens du milieu, on trouve que voilà, ça a été un peu bâclé. On aurait aimé quelque chose de plus sérieux, de plus rigoureux parce que c'est important de mettre en avant les défauts bien sûr, mais je pense qu'il était également important de rappeler aussi tous les efforts qui sont faits et qui ne sont pas faits ailleurs. Donc il faut aussi savoir se féliciter. Voilà, c'est ça aussi, c'est là-dessus que je finirai. Il faut savoir se féliciter. Ça ne pourra jamais être parfait, même si vous êtes extrêmement rigoureux dans votre manière de vivre. Finalement, le simple fait que vous viviez abîme la planète. Donc on va pas tous tendre vers un suicide collectif. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. On va se féliciter de nos efforts et on va se motiver à en faire toujours plus. Mais dans la bienveillance. Parce que la punition n'a jamais aidé vraiment. Alors que l'exemplarité, impose à un leader et on a envie de suivre le leader. Et ça marche mieux. Voilà. Allez, je vous laisse. Demain, on est sur... ou vendredi matin, on sera sur du Carmi. Et sinon, je serai sur l'UTMB. Salut.